Bonjour à tous, on est vendredi, il est midi et comme chaque vendredi, on est en direct de midi à midi 20. Je réponds à vos questions que vous allez poser dans les commentaires qui sont juste en dessous. Donc n'hésitez pas à aller poser des questions ou à intervenir. Et même si vous regardez en replay, je serai en mesure de répondre à tous vos commentaires. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'addiction. J'ai fait je ne sais plus en quelle année, ça fait pas si longtemps non plus, mais dans les 5 dernières années, j'ai fait un diplôme universitaire TCC, donc thérapie cognitive et comportementale et addiction dépendance. Et ce diplôme, bien que je n'exerce pas en tant que TCCiste pour des thérapies en libéral sur les addictions, ni en salarié, ces compétences me sont tout de même très très utiles. Donc je ne me le considère absolument pas comme une psychothérapeute en TCC, hein, attention. Par contre, le bagage que m'a apporté la TCC me permet vraiment d'améliorer mes anamnèses, d'améliorer mon analyse clinique. Sur l'aspect addiction, ce que j'ai appris pendant cette année au diplôme universitaire, ça me permet de mieux repérer les personnes qui auraient ou qui ont une addiction. Et ça me permet aussi, d'une certaine manière, de repérer peut-être à certains moments plus facilement les personnes qui pourraient souffrir d'un TDAH. Alors, c'est ce que je vais développer aujourd'hui. Je vais juste faire un petit point sur les addictions parce que c'est pas forcément quelque chose que tout le monde connaît, notamment les critères. Donc, les addictions, brièvement, selon le DSM-5, hein, comme d'habitude, vous me connaissez maintenant, ça se caractérise par une envie irrésistible de consommer donc la substance ou de réaliser ce comportement. Donc substance, ça peut être le cannabis, la cigarette, l'alcool classiquement. Et un comportement, ça peut être les jeux, ça peut être la sexualité, enfin le sexe plutôt. Ça peut être ce type de comportement-là, ou le sport encore par exemple. Donc une envie irrésistible de faire le comportement ou de consommer le produit. Le deuxième point, c'est la tentative de contrôler ou d'arrêter, mais sans y parvenir. Le troisième point, c'est que l'entourage fait des remarques sur la consommation. Encore en train de fumer une clope, oh là là, mais tu vas avoir un cancer, voilà. J'en ai marre de ci ou de ça. L'entourage fait des remarques sur la consommation. Ensuite, on a l'abandon d'activités pour aller chercher, enfin, pour aller rechercher ou pour consommer. Par exemple, ne pas voir ses amis. Alors, je suis désolée, hein, mais il y a mon chat qui est présent et qui, en plus, est en chaleur. Donc, j'essaye de le gérer en même temps. C'est vraiment pas évident et je suis désolée pour la perturbation. Mais le quatrième point, donc c'est l'abandon d'autres activités pour aller à la recherche ou pour consommer. Donc, par exemple, ne plus voir ses amis pour rester, je sais pas moi, dans sa chambre et consommer ou jouer aux jeux vidéo, par exemple. Ça peut être aussi arrêter de s'occuper de ses enfants. Voilà, l'arrêt d'activités pour rechercher, donc chercher un bureau de tabac pour acheter des clopes ou pour consommer. Ensuite, on a le manque en cas d'absence de produit, hein, ce syndrome de manque qui va apparaître quand on ne peut plus avoir accès au comportement ou quand le produit n'est plus présent. Et enfin, la consommation malgré tous les effets négatifs connus par la personne elle-même que ça entraîne. Et donc la consommation continue malgré le fait que la personne soit au courant des différents effets négatifs que le comportement ou la consommation produisent. Donc ça, ce sont rapidement les critères des addictions. Et le fait d'avoir, à ma connaissance, ce bagage sur l'addicto, ça va vraiment m'aider en clinique pour aller vraiment spontanément et de manière assez fluide rechercher si tel ou tel comportement est de l'ordre de l'addiction ou pas. Et j'ai l'habitude de le faire ça avec le patient, en collaboration. Donc je ne vais pas être dans mon coin ou juste dans ma tête faire les critères. C'est que je vais me dire à un moment donné à cette situation que la personne m'évoque semble lui poser problème. Et donc je vais lui demander s'il est d'accord pour qu'on voit si ce comportement retourne d'une addiction plus ou moins probablement. Donc il y a des questionnaires qui existent et qui sont gratuits. Et je vais vous donner le site tout de suite pour accéder à ces différents questionnaires qui permettent d'avoir vraiment un retour en quelques questions sur un comportement potentiellement de l'ordre de l'addiction. Le site, c'est test-addicto.fr. Et sur ce site-là, vous avez tout un tas de tests en lien avec l'addicto, par exemple sur la consommation d'alcool, sur les achats compulsifs, sur les benzos, sur le cannabis, sur l'addiction sexuelle, sur les jeux vidéo, sur Facebook.
sur Internet et tout un tas d'autres, comme aussi l'addiction au travail. Donc l'alcool, je l'ai dit, l'addiction à une substance de manière plus générale, l'addiction à l'activité physique, et il y en a vraiment des dizaines. Et ce qui est super bien, c'est qu'en quelques clics, on peut aller sur Internet, chercher le questionnaire qui nous convient, l'imprimer ou le mettre sur l'écran et le remplir avec le patient. Comment est-ce qu'on peut amener ça? Vous venez de me dire que vous consommez de la cocaïne le week-end lorsque vous êtes avec vos amis. Ça m'inquiète ce comportement au vu de ce que je sais sur les conséquences de la cocaïne. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on voit si vous êtes dans le cadre d'une addiction à la cocaïne, pour que moi je puisse mieux vous comprendre et mieux vous aider donc, dans le cadre du bilan que vous êtes venu faire au cabinet? En espérant que la personne dise oui, sinon on le fait pas, hein, on respecte son choix, puisqu'en plus on lui a proposé un choix, donc s'il veut pas, il veut pas. On lui explique que ça va être peu qualitatif pour nos conclusions plus tard, mais ça reste son choix. Donc s'il nous dit oui, là je vais chercher le questionnaire et puis on le remplit ensemble. Question 1, question 2, question 3. Il y a un questionnaire assez général qu'on peut utiliser... je vais vous le sortir, qu'on peut utiliser facilement. Moi j'en ai toujours sous la main, ce qui me permet de le sortir comme ça dès que j'en ai besoin. Alors je sais plus... Ah si, il vient ce questionnaire du site addictauvergne.fr. Et c'est un questionnaire qui est général sur la consommation. Donc en fait, à chaque fois, on remplace verbalement le mot consommation par la substance qu'on cherche à évaluer. Hein. Donc par exemple, la première question, c'est que du oui-non. Donc c'est assez facile. Il y a 11 questions. La première question, la substance est souvent prise en quantité plus importante ou pendant une période plus prolongée que prévu. Et donc là, on lui demande à la personne, est-ce que c'est votre cas? Elle vous dit oui, non. Si elle ne sait pas trop, on a le droit de cocher entre le oui et le non. Et on y reviendra plus tard. Et à la fin, je sais que ça, en général, les psys, on aime bien. On a une cotation clinique, mais c'est quand même une cotation. Il n'y a pas, par contre, de normalisation. En tout cas, il n'y a pas d'article en lien avec ce questionnaire. Et la cotation, donc 1 point pour chaque réponse oui. Et le score total au questionnaire est obtenu par la somme des points aux différents items classiques. Et en fait, en fonction de si le score est inférieur à 2, entre 2 et 3, entre 4 et 5 ou supérieur ou égal à 6, on peut considérer que la situation est probablement une absence d'addiction, une addiction légère, une addiction modérée ou une addiction sévère. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de juger cliniquement comme ça. D'accord? Ça ne permet pas de faire un diagnostic précis, mais on peut rentrer ça quand même dans les tests de dépistage, notamment si vous n'avez pas de bagage en addicto. Ça permet ensuite de réorienter la personne, si c'est sa demande, vers les services compétents. Pourquoi est-ce que ça me sert dans le cadre de mes bilans diagnostiques, enfin qui rentrent dans la démarche diagnostique des troubles du développement, des troubles du neurodéveloppement chez l'adulte? Parce que si vous recherchez un peu dans la littérature, les troubles des conduites addictives sont une comorbidité fréquente chez les personnes qui ont un diagnostic de TDAH. Donc chez ces personnes-là qui ont un diagnostic assez tôt, donc dans l'enfance, pousse-toi un petit peu. Les personnes qui ont un diagnostic de TDAH dans l'enfance, c'est relativement idéal dans le sens où la prévention va pouvoir être expliquée, va pouvoir être mise en place, va pouvoir être préparée par les parents, par l'entourage, de façon à ce que, à partir de à peu près l'adolescence et le jeune adulte, la personne et l'entourage soient psycho-éduqués sur ce risque-là plus important de développer une addiction. Les personnes qui ont un diagnostic plus tardif, voire même pas de diagnostic du tout, mais qui nous rencontrent pour d'autres problèmes, comme par exemple la dépression, c'est toujours très intéressant d'aller chercher s'il n'y aurait pas un contexte d'addiction. Très souvent, les personnes qui ont un TDAH et qui ne sont pas diagnostiquées, ça explose au niveau addicto. Enfin, très souvent, ça arrive. Il n'y a pas de stade dans ce que je raconte. Hein. Mais très souvent, ça arrive que les personnes ont leur trouble des addictions au premier plan, depuis plusieurs années, qu'elles ont fait plusieurs cures, plusieurs traitements, ou parfois rien de tout ça parce qu'elles sont dans la rue. Et finalement, ce qu'il y a derrière, en fait là ce qu'on voit c'est le haut de l'iceberg, et ce qu'il y a derrière, le trouble vraiment primaire, c'est un TDAH et pas un trouble des conduites addictives. Et ça, je le vois fréquemment, bien que par semaine, je vois seulement 2 nouveaux patients pour des bilans uniquement. Mais très fréquemment, il y a ces contextes de troubles des conduites addictives qui va masquer un trouble du neurodéveloppement type TDAH. Et c'est pour ça qu'à mon sens, c'est hyper important d'avoir quelques connaissances en addiction
pour pouvoir dépister et aussi avoir en tête que ça peut masquer tout le tableau clinique du TDAH. Alors plus la personne grandit, plus ça va être difficile de faire le différentiel entre troubles des conduites addictives et TDAH. N'empêche que ça vaut le coup d'essayer, parce que s'il s'avère que on détermine qu'il s'agit bien d'un TDAH qui entraîne une comorbidité addictive, la prise en charge ne sera pas du tout la même. On est bien d'accord que sur une addiction, disons pure, il va y avoir des traitements psychothérapeutiques, voire avec un traitement médicamenteux, en fonction de l'intensité, etc. Mais si c'est un TDAH, bah oui, vous pouvez mettre un pansement sur une fracture. Voilà, c'est ça l'idée. Donc là, du coup, on prendra en charge, on accompagnera au niveau du TDAH et on espère que ça permette de régler certaines problématiques en lien avec l'addicto, ce qui est très rarement fait. Très souvent, j'ai des personnes au cabinet qui viennent pour de la dépression avec des rechutes, ou pour de l'addicto. Et quand on me demande un bilan, finalement, le bilan révèle qu'il y a un problème neurodéveloppemental derrière. C'est pas à tous les coups, absolument pas, mais étant donné que la comorbidité addicto est vraiment fréquente dans le TDAH, c'est hyper important de l'avoir toujours en tête. C'est pas parfois. D'accord ? C'est vraiment, il faut l'avoir toujours en tête. Et à la clinique, à l'anamnèse, il faut aller chercher les éléments qui pourraient mettre en évidence un trouble des conduites addictives pour faire de la prévention. Et si vous rencontrez des enfants, des jeunes, pareil, à la restitution, alors pas forcément la première restitution, mais peut-être celle d'après, allez sur la question de la prévention avec l'addicto. L'idée, c'est pas de faire peur aux parents, bien évidemment, mais vous devez de faire de la prévention par rapport à ça, parce que c'est un fait. Il y a plus de conduites addictives chez les personnes qui ont un TDAH. Du coup, c'est la raison pour laquelle ce DU TCC Addicto m'aide beaucoup dans ma pratique clinique au quotidien, et je vous encourage vraiment à aller regarder donc les deux sites que j'ai donnés, Addict Auvergne et testaddicto.fr, ce qui vous donnera des éléments de dépistage de l'addiction. Et ça, vous pouvez aussi les imprimer, les travailler personnellement, et puis évidemment le DSM pour aller voir bien les critères précis. Je peux vous donner aussi une bibliographie pour ceux qui voudraient approfondir. Alors le must, c'est peut-être le traité d'addictologie 2e édition, donc moi je l'ai pas ici mais au cabinet. Mais voilà, c'est un pavé, c'est du même ordre que le traité de neuropsychologie de Martial van der Linden et Xavier Serron. Mais c'est peut-être dans un second temps si vraiment vous avez un intérêt particulier sur l'addicto, ou si vous avez une spécialité d'addicto, peut-être que vous avez déjà même ce bouquin. Ensuite, au niveau d'internet, ce qui évite aussi de faire certains frais, il y a addictionsuisse.ch, ce site que je trouve très intéressant. Centre d'addictovigilance auvergne.fr, donc addictauvergne.fr, et le site de l'INSERM avec un dossier d'information psychiatrie, neurologie, sciences cognitives sur la thématique de l'addiction. Donc c'est déjà des choses qu'on peut aller regarder, c'est sur internet, ça permet d'engranger un peu de l'information à ce sujet-là. Mais dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires si vous avez déjà eu ces situations-là d'addiction, et les personnes à l'âge adulte cherchent à mieux se connaître, à mieux comprendre. Elles sentent qu'il y a de l'addiction, mais peut-être qu'il y a autre chose. Elles cherchent un diagnostic parce qu'un psychiatre ou un neurologue leur a dit qu'il y avait des suspicions de quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre de l'addiction. Est-ce que vous avez déjà reçu des patients adultes ou jeunes adultes en bilan, et que finalement le diagnostic principal avec lequel ils sont arrivés, ces patients-là, eh bien finalement c'était pas le diagnostic principal, mais c'était secondaire, c'était comorbide, et vous et l'équipe, etc., avez pu mettre en évidence vraiment un trouble, par exemple du neurodéveloppement, qui finalement était vraiment le trouble primaire, et c'était passé à travers pendant toutes ces années, et c'est extrêmement dommage et dommageable pour le patient. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu ces situations, et dites-moi aussi si les questionnaires que je vous ai donnés, vous pensez que vous allez les utiliser, ou du moins les regarder. Est-ce que ça vous est utile ? Parce que j'aimerais bien échanger avec vous à ce sujet-là. C'est vrai que c'est des questionnaires que j'utilise moi au quotidien dans ma clinique. Donc est-ce que vous les avez essayés ? Est-ce que vous allez les essayer ? Dites-moi dans les commentaires, comme ça on pourra échanger à ce sujet-là. Et puis si vous voulez qu'on approfondisse sur la dicto, n'hésitez pas à me le mentionner.
Je vais finir ce live du vendredi sur TDAH et Addicto en vous rappelant ou en vous répétant encore que lundi, je serai en direct avec Sébastien Orad, avec le docteur Gérald Bussy, avec Lucas Rona, avec Pauline Rigaud. Je suis en train de me concentrer très fort parce qu'il y a des surprises et je veux pas vendre la mèche. Ça fait 3-4 jours que j'essaie d'inhiber. Donc j'ai dit Lucas, Gérald, Pauline, Seb. Jérôme Bianchi sera présent parmi nous et puis il y aura d'autres personnes qui vont intervenir pendant les 2 heures, donc lundi entre 17 et 19 heures, mais je ne vais pas vous dire qui c'est. Il y a une des personnes, c'est une personne très connue du forum de l'OFPN qui sera parmi nous. Si vous voulez voir, donc en fait il y a eu des bêta-testeurs sur cette plateforme, donc des personnes là sur le mois qui vient de passer qui ont testé la plateforme, dont Stéphane Raffard, dont Jérôme Bianchi, et ils ont fait un feedback. Et si vous voulez voir ce feedback, vous pouvez vous inscrire à la conférence et vous recevrez un mail avec les témoignages de Stéphane Raffard et de Jérôme Bianchi entre autres sur la plateforme, si vous voulez un avis extérieur du mien, parce que évidemment peut-être que je ne suis pas si partiale que ça, étant donné que c'est moi qui monte le projet. Je comprends tout à fait vos doutes. Mais dans tous les cas, si vous avez des doutes, si vous avez des questions, si vous voulez échanger à ce sujet-là sur la plateforme l'UGNEPSI-Lab, c'est lundi de 17 à 19. C'est vraiment en mode détente, hein. C'est comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et on va vraiment s'amuser. Il y aura des fous rires. Pour ceux qui nous ont suivis le 7 janvier et depuis début janvier avec Sébastien, oui, il y aura des fous rires. Ce sera une ambiance détendue. On donnera de l'information sur la plateforme. Vous pourrez, si vous en avez envie, accéder à la plateforme dès lundi soir. Sans problème, elle est prête, elle est là, elle vous attend. Est-ce que c'est possible de revoir le replay, donc le replay de présentement? Oui, c'est possible. Le replay de lundi soir, évidemment. Il y aura un replay de lundi soir pendant 7 jours, par contre pas plus. Pendant 7 jours, il y aura un replay. Pourquoi 7 jours? Parce que vu qu'on lance la plateforme, on va faire ce qu'on appelle une offre de lancement, donc avec des tarifs qui vont être beaucoup moins chers que le tarif qui sera ensuite donné pour tout le reste de l'année. Donc il y aura un tarif de lancement et ce tarif de lancement il sera disponible pendant 7 jours uniquement. Mais oui, il y aura un replay, vous pourrez réécouter, réécouter autant que vous voulez sans problème. Il y a plus de 1200 inscrits, donc je suis super contente que ça attire autant de monde. Après, à voir combien de gens se connecteront en regardant le replay. Mais en tout cas, avec Seb et tous les autres, on sera là lundi à 17 h. À très bientôt, passez un excellent week-end et à lundi, j'espère.